Eric, rebonjour. La suite. La suite, on a parlé des besoins vitaux. Avant de passer aux solutions, parce qu'il y a des solutions, tu voulais nous parler un petit peu plus globalement des grands, alors on va dire problèmes, challenges. J'aime bien le terme de challenge, parce que problème c'est un peu enfermant. On va dire les grands challenges qui sont ceux de notre époque pour l'espèce humaine et pour l'écosystème en tant que tel. Ouais, c'est ça. Donc on fait un petit focus arrière, on va se centrer sur les besoins de l'humanité. Maintenant, les besoins de l'homme, voilà. Il n'y a pas que l'humanité, on est très très dépendant évidemment du reste de Gaïa, donc disons de la Terre, de sa biosphère. Donc voilà, l'idée c'est pareil de faire un diagnostic, il y a un problème, on le diagnostique, comme ça après on peut apporter des solutions, apporter ou retrouver, on verra, des solutions réellement efficaces. Donc, problème de l'humanité, le premier on vient de le dire, la satisfaction de nos besoins vitaux, on a vu que ce n'était pas gagné, surtout de manière soutenable, on reviendra sur ça. Un problème majeur aujourd'hui qu'on rencontre, c'est le changement climatique. Donc, changement climatique, c'est gravissime, ça veut dire que le climat est totalement bouleversé, à grande échelle, mais aussi la météo à petite échelle. Donc, ça signifie qu'on ne peut plus prévoir quand il fera chaud, quand il fera froid, quand il y aura des récoltes, quand il pleuvra, etc. Ça devient extrêmement difficile assez aléatoire. De produire, de vivre et même de se protéger. Bon, il y a bien sûr l'accroissement des fréquences et de l'intensité des phénomènes exceptionnels. Bon. Alors il va faire plus souvent, beaucoup plus froid quand il fait froid, beaucoup plus chaud quand il fait chaud, des inondations, beaucoup plus de pluie quand c'était ou là où c'était humide. On a des phénomènes tornades, etc., l'accroissement, etc. Donc le climat bouleversé, il faut aussi comprendre que si on n'a plus un climat stable sur la planète, ça veut dire qu'on n'a plus le cycle de l'eau douce correct, donc ça va nous impacter, pas que pour la météo, à tous les niveaux, localement, tout ce qui touche à l'eau douce, soit l'humidité des écosystèmes, l'humidité des sols, la capacité à faire pousser des plantes, à produire de la nourriture, etc., va être impacté. D'accord. Donc le climat, c'est pas que la température, c'est pas que la météo. Voilà. Il y a les vents posent des problèmes, puis les sécheresses, etc. Tout ça va nous impacter. Donc, changement climatique, un gros problème. Deuxième gros problème, l'espèce humaine, depuis au moins 10 000 ans, en fait même depuis probablement l'apparition du feu, enfin surtout depuis 10 000 ans, détruit tellement sa terre, les écosystèmes, que non seulement les espèces disparaissent à une vitesse hallucinante, on est dans une période d'extinction massive des espèces vivantes sur la planète, et pour la première fois, la cause de cette extinction n'est pas naturelle. Il y a eu des causes naturelles dans le passé, qui étaient espacées, il y avait des échelles et des vitesses lentes, c'était pas à l'année qu'on voyait des différences. Aujourd'hui, on voit des différences sur 10 ans, sur 20 ans, des différences drastiques. Donc ça, on est responsable de ça, on en est la cause, donc il faut sortir du déni, accepter le diagnostic et il va falloir apporter des solutions. Donc disparition des espèces au point qu'aujourd'hui on parle de biocide. D'accord. Voilà. On va perdre entre 30, 40, 50, 70% des espèces selon des insectes, des mammifères, des oiseaux, etc. D'ici quelques décennies. Donc ça veut dire que ça va nous impacter directement. Et puis est-ce que c'est vraiment ça que l'humanité veut faire à sa planète et à ses formes de vie? Alors, on va perdre les plus grandes formes de vie, les plus grands arbres, les plus grandes forêts, les plus grands animaux. On ne va pas faire la liste des animaux qui sont disparus ou presque, mais les plus gros animaux et les plus gros arbres de la planète sont quand même menacés. Donc aussi sur le plan symbolique et même spirituel, c'est quand même... La deuxième chose, c'est que, encore plus grave, on parle de géocide, c'est-à-dire que l'homme a tellement détruit les écosystèmes que les processus fondamentaux, vitaux, qui permettent à la Terre de vivre et de porter la vie en général, donc là notre passage, sont en train de s'effondrer. C'est-à-dire ça ne fonctionne plus. Les océans sont biologiquement en train de mourir. Il ne vit plus. S'il ne vit plus, l'océan c'est une des sources majeures du climat, donc son réchauffement est très dangereux d'ailleurs au passage.
ça ne fonctionne plus. C'est une pièce majeure de la planète qui ne fonctionne plus. Une autre pièce majeure de la planète, c'est la bande intertropicale. Si la bande intertropicale ne fonctionne plus, c'est la vie entière sur la planète qui ne fonctionnera plus. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant on avait des forêts. Dans la zone tropicale. En fait, à peu près partout. On pourrait y revenir. D'accord. Même sous nos climats, c'était de la forêt. D'accord. Le Sahara, c'est de la forêt, par exemple. C'était. Eh oui, c'était. Donc, tant que cette bande intertropicale, notamment, ne vivra plus comme elle devrait vivre, je ne sais pas, imaginez un poumon, un cœur qui bat, et notamment avec arrêter la déforestation rapidement et reforester massivement, on n'aura pas de climat, sur toute la planète, pas de cycle de l'eau, plus de ressources. Voilà. Tout le système est déséquilibré. Tout le système est déséquilibré. C'est le cœur, la bande intertropicale, des systèmes vitaux de la planète. Et donc là, la vie n'est plus possible derrière. Donc rapidement, si on ne corrige pas le tir, c'est la capacité de la Terre à porter la vie qui est mise à mal, qui est mise en danger. Donc voilà, on en était à lister les challenges. Voilà, donc changement climatique, biocides et géocides, donc absolument corriger le tir, arrêter de détruire les écosystèmes, les réhabiliter, les restaurer le plus rapidement possible, massivement, en commençant par la reforestation, qui est la clé de tout, on y reviendra. Et puis, un des challenges qui découle de tout ça, qui est évident, c'est sortir de la dépendance aux énergies fossiles, et plus globalement, passer dans des modes soutenables de production de notre nourriture, de notre énergie, c'est un challenge majeur. Aujourd'hui, on est juste incapable de produire notre nourriture sans énergie fossile, notamment, et de manière soutenable. C'est-à-dire en investissant moins d'une calorie pour en sortir une. Le challenge, il est là. Non seulement on est hyper dépendant, et en plus notre système n'est pas soutenable parce qu'il investit plus d'énergie, mille fois plus d'énergie qu'il en retire. Tout à fait. La définition de soutenable, qui est le bon mot pour dire durable ou pérenne, en fait, il y a deux définitions. La définition des Nations Unies, un système est soutenable s'il ne consomme pas les ressources des générations futures. Très bien. Bon. La définition en permaculture, qui est une définition opérationnelle, qui nous permet de mesurer les choses. Un système est soutenable lorsqu'il produit plus qu'il ne consomme. En quoi? En calories. Parce que ça pousse un peu plus loin la permaculture. On demande à ce que... oui. L'idée, c'est qu'il nous fallait une mesure, une unité, la même unité pour mesurer la production d'un système, et puis les inputs, ce qu'on investit dans le système, ce qu'on sort du système, ce qu'on rentre dans le système. La bonne mesure pour ça, c'était la calorie, c'est-à-dire c'est l'énergie. Enfin, c'est le travail. Parce que si on est capable de sortir d'un système beaucoup de chaleur, c'est bon, beaucoup d'énergie pour la production de nos besoins énergétiques, ça va le faire. Si on est capable de sortir de notre système beaucoup de calories sous forme de nourriture, c'est un bon indice, c'est pas le seul bien sûr, mais c'est un bon indice qu'on a une bonne productivité de l'alimentation. Je m'arrête un peu sur ça. Je ne suis pas en train de dire qu'une bonne alimentation, ça se réduit au nombre de calories qu'on ingère, c'est pas ça que je dis. Je dis parce qu'on a besoin avant tout de ce que j'appelle moi des micronutriments, donc des oligoéléments, des minéraux, des catalyseurs du métabolisme, etc. des enzymes. Etc. Mais si on est capable de sortir d'un hectare une grande quantité de calories avec peu de travail investi de manière soutenue, donc pérenne, on est aussi capable de sortir des minéraux, des oligoéléments, des ça va avec. Il y a pas des vitamines, ça va avec. Par contre, le constat aujourd'hui, c'est le contraire. On investit 20 calories pour en sortir une du champ. Et nos champs ne sont absolument pas productifs. D'accord. L'agriculture. Ça aussi, je pense qu'il faut peut-être recentrer. L'agriculture industrielle n'a jamais été la méthode de production, la forme d'agriculture qui était la plus productive. Et c'est ce qu'on nous fait croire. C'est faux. Elle n'a jamais produit plus que les petits systèmes traditionnels de polyculture élevage historique, en termes de quantité de nourriture sortie au mètre carré ou à l'hectare, donc à une petite surface, et elle n'a jamais été plus productive, cette agriculture industrielle, en termes non plus de calories investies par rapport aux calories sorties. Mais alors pourquoi est-ce qu'on nous l'a servi comme ça et qu'on nous l'a fait comme un seul modèle? Parce que cette agriculture est faite pour enrichir, pas pour nourrir les gens, pour enrichir les lobbies agro-industriels et notamment vendeurs de pesticides et d'engrais. Donc ça marche très bien, et les banques qui sont avec. Donc ça marche très bien pour ça, mais c'est absolument inefficace pour nourrir les personnes. Pour nourrir les personnes ou pour que les personnes se nourrissent, qui serait en fait la meilleure façon de dire la chose. La seule
critères sur lesquels les agriculteurs industriels sont plus efficaces, si on peut parler d'efficacité en l'occurrence, c'est par tête de pipe, par travailleur. Voilà. Pour produire autant de tonnes, on a besoin de moins de travailleurs. Voilà. Je ne vois pas tellement en quoi c'est un critère. Surtout qu'il y a énormément de personnes qui sont désœuvrées, qui sont au chômage et qui en souffrent. Donc voilà. C'est en aucun cas un critère. Et puis, si au contraire, on se rend compte que avec des systèmes bien conçus, alors c'est là où la permaculture apporte une solution, on va pouvoir sortir de notre système, de notre parcelle, 10, 15, voire plus calories pour une investie. Du coup, produire de la nourriture n'est plus quelque chose de difficile, mais quelque chose de tout à fait abordable. On n'a plus à souffrir pour gagner sa croûte. Gagner sa croûte au sens propre, pour tirer sa croûte de l'écosystème. Et puis on peut de fait se réapproprier notre responsabilité biologique fondamentale, qui est quand même de se nourrir. On est quand même un animal. Et on a une responsabilité à ce niveau-là. On a une responsabilité. Donc du coup, ça devient facile, ça devient productif. On n'a plus beaucoup à travailler pour produire beaucoup. Le problème en permaculture, c'est de gérer les surplus, justement. Dans un système qui n'est pas prêt à une gratuité ou semi-gratuité, une abondance de la production, une facilité de la production. C'est un problème secondaire qui peut arriver derrière. Donc ça, c'est toutes les promesses de la permaculture. Ouais. On va se les garder pour la prochaine vidéo, les promesses de la permaculture, parce que maintenant on a bien vu les besoins vitaux, on a bien vu qu'on n'y répondait pas de manière adéquate, les vrais problèmes qu'on a à l'échelle de la planète. De la Terre, ouais. Maintenant on va peut-être passer quand même à la bonne partie, c'est-à-dire les solutions, qui sont non seulement des solutions pour la planète, mais qui sont en plus des solutions pour l'humain. Et c'est ça que je trouve fabuleux, c'est que ça remplit tous ces besoins-là à la fois, et ça procure du plaisir et de la joie. Merci Eric. Ça marche.